l'actionnaire. Nous allons procéder à cette interview dans la salle Pierre Viars, qui est au sein du département et du musée qui porte son nom, et dont le chef de service actuel est le professeur Puy-Basset. Alors, pour mener cette interview, je rappellerai d'abord que vous avez été chef de service du département d'anesthésie du CHU de Nancy de 1972 à 2002. Donc vous étiez responsable de l'hôpital central avec la maternité et le professeur Jean-Marie Picard était à Prabois. Donc pour débuter, le premier point important, c'est le problème de la revue d'anesthésie qui est les Annales françaises d'anesthésie-réanimation, la synthèse de deux revues, d'une part la revue blanche des Annales de l'anesthésie française et la revue bleue, anesthésie, analgésie, réanimation, qui en fait sont finalement le résultat de recrutement des deux sociétés dans les années 81-82. Alors, à l'époque, c'était le professeur Vinclair qui était président de la SFAR. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de cette époque-là? C'était en 1982. Effectivement, moi j'étais au conseil d'administration de la SFAR et je travaillais donc à Nancy. Et surtout, j'étais originaire de service de physiopathologie respiratoire de professeur Sadoul, qui avait une unité et qui avait une revue européenne de physiopathologie respiratoire. Donc, je savais comment ça fonctionnait. Et il y avait le relecteur, il y avait tout le secrétariat, l'imprimerie, tout était à Nancy. Donc moi j'avais un peu baigné là-dedans avant d'aller en anesthésie. De sorte qu'en 82, quand la SFAR a décidé de fusionner les deux revues, il fallait qu'on trouve un endroit où quelqu'un pourrait l'imprimer, les relectures des articles, tout ça, quoi. Il faut une base. Donc on m'a proposé, ça avait été proposé à Gué au départ, qui a eu un petit peu de difficulté à regrouper le total pour pouvoir aboutir à la publication de la revue. Et finalement, bon, moi j'ai été nommé rédacteur en chef des Annales en 1982, et le siège étant à Nancy. Il y avait un secrétariat, il y avait le relecteur, il y avait l'imprimerie, et tout vraiment admirablement bien démarré, et on a pu sortir les numéros régulièrement. C'est tous les mois ou tous les 2 mois? Tous les 2 mois, c'est numéros par an. C'est ça. Et on les suivait, il n'y avait vraiment aucun problème. Donc ça, j'ai été rédacteur en chef jusqu'en 88, jusqu'en 88, voilà. Et mais j'étais aidé quand même beaucoup par tous les collègues, hein, et en particulier Jean-Claude Dautény. Jean-Claude Dautény qui était à Strasbourg, puis qui venait régulièrement par le train toutes les semaines pour relire en même temps les articles. Donc c'est un gros travail, hein, un travail de mise en place d'une revue. D'ailleurs, je peux rajouter un petit souvenir personnel qu'on avait d'ailleurs, je crois, déjà évoqué avec le professeur Jean-Marie Desmonts. Il y avait toujours un numéro spécial, très rapidement, à partir des années 82, qui regroupait les résumés présentés au Congrès. Et c'est Pierre Viars qui, sur le modèle de la Société américaine d'anesthésiologie, m'avait demandé, à l'époque où j'étais à Clermont-Ferrand, d'avoir des formulaires pour les résumer. Donc, les auteurs envoyaient à un comité de lecture les résumés, et c'était un comité de lecture qui faisait, en fait, la sélection. Et donc, à l'époque, quand même, il y avait à peu près que 60% des propositions qui étaient retenues. Et à l'époque, c'était avec Christian Conseiller. En fait, quand les résumés, qui étaient une bonne centaine, à un moment donné, il y avait même plus de 100 résumés qui avaient été retenus, qui, un samedi matin, on prenait avec la voiture, on venait à Nancy, apporter donc les résumés chez Bialek, l'imprimeur, pour que, c'était au mois de juillet-août, pour que, en fait, le numéro sorte pour
le congrès qui avait lieu, je crois, en septembre. En septembre, oui. Et ça avait toujours très très bien marché avec Bialek. Hein. Plus on avait, la SFAR avait affecté une secrétaire spéciale pour ça, qui était le secrétaire pour la rédaction des affaires, Madame Collin, qui était à Nancy, qui est restée très longtemps, je ne sais pas ce que vous connaissez. Si, elle est restée jusqu'à la fin. Ah oui, c'était un gros, très intéressant. Et donc ça a permis d'améliorer très nettement la qualité aussi de la revue. Alors, deuxième point très important, c'est d'une part, vous étiez impliqué, on viendra après quand vous avez assuré la présidence de la SFAR en 94-95, mais avant, on va partir un petit peu sur la sécurité anesthésique et sur cette fameuse enquête de 78-80 qui a mis en évidence la mortalité anesthésique, qui à l'époque, ça a été quand même un peu un pavé dans la mare. On savait qu'il y avait des morts anesthésiques, mais on ne savait pas qu'il y en avait autant. Oui. Alors, allez-y. Oui, alors là, on peut parler des heures. Parce que ça a été une action de la SFAR extraordinaire. C'est à la suite de toutes ces différentes actions que nous avons faites au niveau de la SFAR qu'on a enfin reconnu que l'anesthésie c'était une des disciplines les plus importantes pour la sécurité anesthésique et que c'était faite par des médecins. Donc là, ça a été remarquable. Hein. Donc, effectivement, ça avait commencé... en fait, c'est après l'histoire Albertine Sarrazin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire-là. Oui, alors ça, c'était encore avant, l'affaire Farsa, oui. Ah oui, qu'est-ce que c'était déjà? C'était le fils d'un des directeurs des hôpitaux qui avait été opéré d'une amygdalectomie, arrêt cardiaque, bien sûr, sur arrêt respiratoire. Oui. Oui, donc l'affaire Farsa, oui. Voilà. Donc cette enquête, 78... Alors, oui, mais là ça avait fait beaucoup de bruit parce que c'était le fils d'une personnalité et tout. Ensuite, il y a eu l'affaire Albertine Sarrazin, qui était à Montpellier, qui était une grosse affaire. C'était une femme qui était connue pour avoir écrit des bouquins, quoi, un écrivain. Et elle est morte d'un post-opératoire. Au cours d'une néphrectomie. Au cours d'une néphrectomie. Hémorragie. Disons qu'elle est morte, oui c'est ça, elle était en hypovolémie, elle n'a pas été compensée, elle était opérée en privé, l'anesthésiste n'a pas, la chirurgien, bon, tout le monde a été responsable de cette affaire-là, mais elle est morte d'un accident d'anesthésie post-opératoire quand même, d'hypovolémie, il n'y avait pas de sang, quoi, puis c'est tout. Alors, bon, ça a été grave, je crois que les chirurgiens, il y a eu une affaire médico-légale, les chirurgiens ont été impliqués, les anesthésistes aussi, c'était un gros truc. À partir de ce moment-là... Il n'était même pas anesthésiste. En plus? Oui, il n'avait pas le diplôme. À cette époque-là. Oui. Ouais, c'est ça, c'était une époque vraiment où il y avait très peu... Donc, alors à partir de ce moment-là, la SFAR, c'était en 80, hein, c'était quand ça, la première enquête, ont décidé de faire le point sur la mortalité anesthésique et en travaillant avec l'INSERM. Donc c'était la première enquête INSERM qui s'est faite dans les années 80 sur la sécurité anesthésique, entre guillemets, disons qu'elle était la mortalité. Quoi. On va savoir combien il y avait de morts en anesthésie. Donc ça a été fait sur un échantillon tiré au sort, très bien étudié au point de vue INSERM et tout, au point de vue statistique. Il fallait 200 000 anesthésies. Et à partir de là, donc c'était dans des établissements qui étaient volontaires. Donc on pouvait un peu discuter, bon, mais en privé, en public. Et il y a eu un accord pour l'ensemble de la discipline. On a eu 200 000 anesthésies et dedans, ils ont mis en évidence les mortalités. La mortalité, c'était surtout mortalité liée à l'anesthésie ou partiellement liée à l'anesthésie. C'est difficile souvent de faire la part. N'empêche qu'on a pu constater à ce moment-là qu'il y avait un chiffre très net de mortalité liée à l'anesthésie. Et on a dit, attention, là, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est pas possible de rester comme ça. Donc, c'est en 82, et c'est là que, donc c'est la première enquête qui a permis de confirmer que l'anesthésie était dangereuse, à la limite. Alors, pourquoi était-elle dangereuse? Il fallait savoir pourquoi, chez qui, comment c'était fait et tout. Et la SFAR, à ce moment-là, et c'était avec Jean-Marie Desmonts, je crois que ça avait commencé, peut-être, oui, enfin, à cette époque-là, a décidé de faire des recommandations sur de bonnes pratiques, sur la recommandation de la pratique anesthésique.
Et on a commencé par recommandation pour pratiquer l'anesthésie en toute sécurité, pour les recommandations pendant l'anesthésie. Et donc, c'était fait avec un panel d'anesthésistes, évidemment, hein, par une seule personne. Et donc, c'est là qu'on a dit il faut qu'il y ait une salle, il faut qu'il y ait du matériel, il faut qu'il y ait un respirateur, enfin, ce qu'il faut pour l'anesthésie. Du monitorage, du personnel. Bon, ensuite, recommandation. Ensuite, paire anesthésique. Recommandation au réveil anesthésique. Salle de réveil, parce qu'on s'était battu des années avant, déjà, avant Albertine Sarrazin, pour avoir des salles de réveil. Et la direction disait, la salle de réveil, on a autre chose à faire, et les chirurgiens, d'abord. Donc là, dans la recommandation pour le suivi du réveil anesthésique, c'était qu'est-ce qu'il faut pour que le malade se réveille en toute sécurité. La salle de réveil, le personnel, le matériel, etc. Ensuite, troisième recommandation, le pré-anesthésique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce soit un médecin anesthésique, la consultation d'anesthésie, on voit le malade, on fait des tableaux opératoires. Donc, tous les prémices du décret avaient été faits là. Et trois grosses recommandations qui ont été présentées aux anesthésistes, alors, pas toujours bien acceptées, il faut bien le reconnaître, pas toujours bien acceptées, en particulier par les anesthésistes du privé, parce que ils disaient, mais vous allez nous envoyer en prison, quoi. Si on a une mort et parce que vous avez démontré qu'il fallait une salle de réveil et nous on ne l'a pas, la salle de réveil, c'est pas de notre faute. Effectivement. Donc, s'il y avait un accident anesthésique, les recommandations de la soirée ayant dit ça, l'anesthésiste ne l'ayant pas fait parce qu'il n'avait pas les structures ni le personnel qu'il fallait, donc ils n'étaient pas tellement pour, quoi. Bon, ceci dit, partant de ces trois recommandations, il y a eu un rapport au haut comité qui a été fait par Liénard et on a fait le décret à partir de là. Alors là, ça a modifié le code de la santé publique. Et ça, c'est fondamental, parce que c'est ce décret qui est sorti, publié. Donc moi, j'étais présidente de la SFAR, c'est pour ça que je connaissais bien l'évolution. Il a été publié le 5 décembre 1994. Le décret du 5 décembre 1994 a été publié modifiant le code de la santé publique, à ce moment-là, imposant, alors tout ce qui était mis en recommandation ont été mis dans le décret. La consultation, le médecin anesthésiste qui endort, le tableau opératoire qui doit être fait en collaboration, on ne fait plus d'anesthésie en dehors des secteurs équipés pour ça. Donc, plus d'anesthésie chez les dentistes, chez les gastro-entéraux, chez les rhumatos, partout on faisait des anesthésies, en dehors, et on sifflait pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne endormir. Alors c'était aussi bien une infirmière qui y allait que n'importe qui. Où est la sécurité dans ces conditions-là, quoi? C'est effrayant, quoi. Donc ça a complètement transformé, médicalisé la spécialité et fait reconnaître que la spécialité d'anesthésie était importante. Moi je dis toujours plus importante que la chirurgie. Chirurgien, s'il est habile de ses doigts, ça va, mais l'anesthésiste, il faut qu'il connaisse beaucoup de choses quand même pour que ça se passe bien. Donc voilà, alors en gros, il y a eu ce décret qui est sorti et là on a dit maintenant, on a un décret. Et il y avait aussi un délai d'application dans les 3 ans. Les établissements avaient 3 ans pour mettre en application ce décret. Si dans les 3 ans, ils n'avaient pas pu le faire, on fermait les établissements. D'où l'importance, pendant 3 ans, moi je sais que j'y étais dans ma région souvent avec les autorités de tutelle pour faire des inspections dans les établissements. Et moi je sais qu'il y a des établissements où on faisait de l'obstétrique et tout qui n'avaient pas équipé. Dans les 3 ans, ils ne l'avaient pas, ils ont fermé. Il y a des cliniques, il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Parce qu'il y avait 3 ans obligation de fermeture, de mise en application. Ça, c'était absolument extraordinaire. Alors, à ce moment-là, la SFAR a encore été plus loin dans sa réflexion, en disant, bon, ben, c'est bien, on est content, maintenant la sécurité des malades devrait être assurée, mais il faut qu'on le prouve. Donc, il faut qu'on prouve que ce que nous avons mis tous ensemble sur pied permet de diminuer la mortalité anesthésique. D'où faire une deuxième enquête sur la mortalité anesthésique. Mais, avant de faire cette enquête sur la mortalité, il fallait qu'on sache combien il y avait d'anesthésie qui se faisait en France. On savait le numérateur, pour faire une notion de fréquence, on savait le numérateur, on a tant de morts, mais il faut les rapporter au nombre d'anesthésies. Et puis, si on veut étudier, suivant les différentes pathologies, suivant les différents malades, il faut savoir quelle est la typologie de l'anesthésie en France. Et ça, personne ne l'a fait dans le monde. Hein. Donc là, la SFAR, et c'est là qu'on a commencé, moi quand j'étais présidente de la SFAR, avec François Clerc et l'INSERM, on a décidé, et la SFAR bien sûr, on a décidé de faire ce qu'on a appelé l'enquête 3 jours d'anesthésie. Et l'enquête 3 jours d'anesthésie,
Il fallait que, pour être... où on tirait au sort pour avoir... Où il fallait que pendant 3 jours, tous les anesthésistes participent. Privé, public, de jour, de nuit, de garde et tout, et puis outre-mer. Tous devaient y participer. Donc on a fait un questionnaire précis. Alors évidemment, il y a eu une information. Alors là, j'ai passé avec mon bâton de pèlerin, j'étais partout, même à la Guadeloupe, à l'occasion de congrès ou de choses comme ça, ou quand j'allais faire mes conférences d'actualisation sur l'allergie, j'en profitais pour aller voir les anesthésistes, aller dans les cliniques et tout, pour expliquer pourquoi on allait leur demander pendant 3 jours de faire, parce que c'était 3 jours, les 3 mêmes jours en France, partout, quoi. Et il y a eu une adhésion extraordinaire. Presque 100% des anesthésistes ont participé. Parce qu'ils ont compris que c'était grâce à ça, on allait faire savoir combien on faisait de l'anesthésie, combien, dans quelles circonstances, si c'était urgent, etc. Enfin, vous comprenez, quoi. Et donc ça a été publié. Et on a connu enfin le dénominateur commun. On sait sur combien on fait de l'anesthésie. D'où maintenant, on a pu faire la 2e enquête sur la mortalité, l'année après, quoi, enfin c'était plus loin, et qui a été rapportée au nombre d'anesthésies. Et on a constaté que grâce à le décret et la professionnalisation de l'anesthésie, on est arrivé à diminuer par 10 la fréquence de mortalité en anesthésie. C'est quand même assez extraordinaire, quoi. Alors, et surtout maintenant, c'est que l'anesthésie, au moins, est considérée à sa juste place de discipline noble de spécialiste, quoi. Alors voilà, tout ça, c'est une démarche qui s'est faite entre 1981, pendant 10-15 ans, grâce à la SFAR. Et s'il n'y avait pas eu la SFAR, ça, je ne sais pas comment on serait arrivé à faire, et le collège et tout le monde, on était arrivé à faire une unité, enfin je pense qu'elle existe toujours, entre les différentes pratiques anesthésiques, privées, publiques, et tous les étudiants, bon, contrôler tout ça, hein. Enfin, moi, dans ma région, c'était d'autant plus facile. Oui, et puis bon, ensuite, la suite, ça a été toutes les autres recommandations, puis maintenant les référentiels qui sont remis à jour très régulièrement, qui sont quand même des éléments importants pour la pratique quotidienne et la sécurité de l'anesthésie chez des patients finalement avec des maladies de plus en plus complexes à prendre en charge. Voilà. Alors on va passer à un autre point très important qui vous tient un peu à cœur et qui est un peu votre bébé. C'est l'allergie en anesthésie. Alors vous allez parler un petit peu de l'historique, comment vous y en êtes arrivé, et puis l'évolution. Oui, c'est vrai que là c'était une circonstance dramatique, qui s'est bien terminée, mais qui aurait pu mal se terminer, à propos d'un cas, et qui a permis de mettre en évidence ce facteur de risque qu'on ne connaissait pas en anesthésie, c'est-à-dire qu'on fasse une allergie à un produit anesthésique et qu'on puisse mourir sur la table d'opération avant d'avoir été opéré. Alors ça nous est arrivé, ça, en 75... 73, vous avez dit, mais publié en 75. Voilà. Ça nous est arrivé en 73, donc moi je commençais pratiquement ma carrière anesthésique, et c'était dans mon établissement, CHU Nancy, où en neuroradiologie, donc c'était avant le décret, enfin on avait quand même l'équipement, mais c'était un médecin anesthésiste qui endormait, et qui endormait en urgence une femme qui avait fait un accident vasculaire transitoire, mais enfin donc il fallait faire une angiographie absolument cérébrale, d'où sous anesthésie, on faisait ça sous anesthésie évidemment, et patho-cello, à peine injecté la cello, 1 minute après, arrêt cardiaque. Grosse panique à bord, oh là là, on réanime, ça se passe bien, bon, elle récupère, on la laisse un moment, on dit bon, on la reprendra demain ou après-demain. Pourquoi elle fait un arrêt cardiaque? Et c'était une femme qui avait des antihypertenseurs, et c'était l'époque où on parlait beaucoup des interférences, on commençait à parler des interférences médicamenteuses, des médicaments avec les produits anesthésiques. Donc on a dit, c'est probablement une interférence avec nos produits, mais on ne sait pas. Donc on va arrêter les antihypertenseurs et on va la rendormir pour lui faire son angio. C'est quand même vital pour elle. Ce qu'on fait, on recommence patho-cello, à nouveau arrêt cardiaque. Alors là, on m'a dit, mais c'est pas possible. Donc on réanime, ça se passe bien. Et quand elle a récupéré sa tension, elle devient toute rouge et elle gonfle de partout. Et ben voilà, diagnostic fait. Et ça, c'était jamais vu, on ne connaissait pas. Même
à cette époque-là, on disait que si on veut éviter les accidents allergiques avec certains produits comme les sérums antitétaniques, les produits iodés de contraste, il faut endormir les patients. Donc l'anesthésie, en fait, ne protège pas contre un choc anaphylactique. Et en plus de ça, les produits utilisés peuvent aussi en donner. Alors, on a prouvé que c'était la cellopurine parce que j'avais une collègue, amie, à Nancy, qui s'appelle Denise Monneray-Vautrin, des professeurs d'immunoallergologie, très passionnée par toute la recherche et tout ça, et je lui ai dit, testez cette malade, elle a fait une réaction, elle est devenue toute rouge au réveil, à mon avis c'est des produits qu'on lui a injectés. Alors elle me dit, non, c'est pas possible, les produits que vous injectez, ils sont beaucoup trop petits et tout, ça n'existe pas, il faut que ce soit des macromolécules. Je dis, si, il faut quand même tester, on verra bien ce que ça va donner. Elle teste, elle me téléphone en disant, si tu voyais le résultat positif que j'ai avec l'intradermo, avec la cello, incroyable. Voilà, donc c'est parti comme ça, et à partir de là, on a fait connaître, moi j'ai publié, dans ce cas-là, dans l'ancienne revue, c'est encore pas les affaires, et j'étais présenté parce qu'ils faisaient tous les mois les communications scientifiques rue Saint-Maur, et moi, la petite provinciale de Nancy, je venais pour voir le professeur Bourg, j'ai tout présenté, moi je dis je vais me faire assassiner, ouais, ils étaient drôlement passionnés, ils m'ont dit oh là là, mais c'est bien, puis vous l'avez bien exploré, oh bah oui, alors bah oui, voilà, donc ils étaient ouverts quand même pour reconnaître. Et du coup, c'était publié parce qu'on a eu 2 autres cas dans la région. À partir du moment où on commence à le faire savoir, l'anesthésiste, il vous dit mais moi j'ai eu un truc qui ressemble à ça, moi j'ai eu un truc qui ressemble à ça. Et c'est comme ça que progressivement, on était devenu un centre de référence à Nancy pour tester les patients qui avaient fait des réactions étiquetées allergiques un peu partout de France. Mais et je suis arrivée en discutant avec la DRAS, enfin les autorités de tutelle, de faire que les patients viennent à Nancy. J'avais expliqué, leur expliqué aux médecins qu'il n'y avait qu'à Nancy qu'on pouvait les tester, et les frais de transport avaient été remboursés. Donc ils venaient de Caen, ils venaient de Marseille. Je me suis battue pour ça. Donc les malades venaient, parce qu'autrement, qui paye pour venir faire tester. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à regrouper plus dans la région, parce que j'avais quand même une bonne écoute au niveau de l'Est de la France. Et on a créé, très rapidement, avec les allergologues, dans pratiquement chaque CHU, ce qu'on a appelé une consultation d'allergo-anesthésie. Donc, et c'était moi avec tous mes collègues, à Strasbourg, à Lille, à Caen, il y avait à Reims, à Paris, à Montpellier, avec les Nadines, à Montpellier, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, partout, il y avait, avec l'allergologue, le professeur, l'équipe d'allergologie du CHU, plus l'équipe d'anesthésie, on a monté des consultations d'allergo-anesthésie partout. De sorte que les anesthésistes, quand ils avaient, et je l'ai fait savoir évidemment, en allant aussi publier, et à chaque fois, on nous redonnait les données. On avait des collaborations avec les différents centres d'allergo-anesthésie, et tous les 2 ans, je faisais un relevé de tous les cas qu'ils avaient eus. Donc, ils m'ont envoyé toutes les données avec les dilutions, les ceci, les cela, pour interpréter les tests, de sorte qu'il y avait une double lecture. À la fois, le collègue qui l'avait fait dans sa consultation d'allergo-anesthésie dans les différents CHU, et puis moi, je les revoyais après, pour confirmer qu'effectivement, et je les regroupais, donc, tous les 2 ans, c'est ce qu'on a appelé, et on a créé ainsi ce qu'on a appelé le GERAP, c'est-à-dire le groupe d'études des réactions anaphylactoïdes per-anesthésique, GERAP. Et ce GERAP, qui continue, qui existe toujours, et qui continue, tout le monde travaille en collaboration, et je publiais les résultats, à la fois au Congrès national, et puis dans les revues, et surtout on a publié Anesthesiology, British Journal d'Anesthésie avec Denise Monneray-Vautrin. Et là, du coup, dans les autres pays du monde, il y avait des équipes qui travaillaient, mais qui avaient beaucoup moins d'expérience que nous, et en Australie, en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis. Carol Hirschman, il y avait Fischer en Australie. Bon, et Clark en Angleterre, et on faisait donc un panel, une sorte de centre, et c'est moi qui avais la plus grosse expérience, la France, qui avait la plus grosse expérience. Et du coup, tous les congrès, le congrès mondial, le congrès européen, tout ça, à chaque fois c'est moi qui faisais le rapport de l'actualisation de l'allergie à l'anesthésie. On avait des données que les autres n'ont pas.
même les grands ponts à droite, à gauche. Alors en plus, qu'on a développé à Nancy, toujours dans la démarche d'améliorer le diagnostic pour qu'il ne soit pas discutable au point de vue objectif, c'est qu'on a développé avec Guéant des tests immunologiques qui ont permis, et ça c'est avec Fischer en Australie, parce qu'il l'avait fait, Baldo l'avait fait en Australie, la mise en évidence, comment on peut mettre en évidence les anticorps spécifiques des curares. Et c'était par des techniques immunologiques. Donc nous, on a développé ça aussi à Nancy avec Guéant, et puis ça s'est fait un petit peu après à droite. Donc finalement, grâce à la collaboration de tout le monde, et les anesthésistes, alors là, vraiment, moi, ils me téléphonaient tout le temps, quoi, en privé, tout ça, j'ai ceci, est-ce que ça peut être une allergie, bon, et j'étais un peu, la référence était passionnant quand même, passionnant, ils donnaient leurs résultats, et puis alors ça a continué, hein, maintenant, puisque, et alors on a créé aussi, à la suite de ça, avec Denise Monnet-Vautrin, un diplôme interuniversitaire avec les collègues de Montpellier, de Paris, de plusieurs CHU, un diplôme interuniversitaire d'allergo-anesthésie, pour que les allergologues surtout, qui voulaient tester, parce que c'est quand même spécifique, hein, on ne teste pas avec les mêmes dilutions pour les interprétations et tout, et puis les tests immunologiques, donc ça a été fait, voilà, donc à la fois l'enseignement, la publication, la participation aussi, beaucoup donné, mais c'était passionnant. Et ça continue. Moi, je suis parti en retraite, remplacé par Michel Mertès, qui, lui, a repris complètement, et Strasbourg est maintenant un grand centre immunoallergologique, et continue à travailler au niveau international, au niveau européen, à tel point même qu'il est arrivé à faire une chose extraordinaire, c'est que il y a une question qu'on se posait, nous les anesthésistes, on disait, mais comment se fait-il qu'un malade qui n'a jamais été endormi, qui n'a jamais de cello, fasse un choc anaphylactique prouvé avec la cellocurine, et qui n'a jamais eu de cellocurine? Comment se fait-il? Parce que quand on fait une réaction immunologique, allergologique avec des anticorps, il faut qu'on ait déjà été mis en contact avec le produit pour faire des anticorps. Donc, comment ça se fait? C'est qu'il y a vraisemblablement des allergies croisées. Alors, on avait prouvé que c'était l'ammonium quaternaire qui était à l'origine, et qui a un ion très petit. C'est pour ça qu'au départ, les allergologues n'y croyaient pas, parce que l'allergie, c'est qu'avec des grosses protéines. Et ça, l'ammonium quaternaire, comment peut-il être un agent qui entraîne des anticorps? N'empêche que s'il y a des ammonium quaternaires, c'est donc que les gens avaient utilisé beaucoup d'ammonium quaternaire avant, mais l'ammonium quaternaire, il y en a des produits de beauté, il y en a des produits désinfectants, il y en a partout, quoi, l'ammonium quaternaire. Alors oui, tout le monde est en contact avec. Mais, alors c'est là que les Norvégiens, parce que Florvag, avec lequel j'avais travaillé, et qui était passionné par ça, avait eu une idée, et je ne sais plus comment ça leur était venu, elle avait dit, il y a une similitude entre la formule des curare et la folcodine. Alors, et ils ont travaillé là-dessus, et la folcodine, c'est dans les sirops, dans tous ces trucs-là, hein. Ils ont travaillé là-dessus, ils ont fait des études, alors ça c'est Mertès, après, qui avec lui, avec plus le Gérard, et ils ont regroupé des patients, enfin, moi je ne connais pas bien la méthodologie, n'empêche que la conclusion est que quand un malade, il y a une forte probabilité pour que la folcodine soit responsable des réactions allergiques au curare. Favorise les anticorps au curare. D'où l'Agence européenne des médicaments, il y a 2 ans, a fait retirer du commerce et supprimer tous les sirops qui contiennent de la folcodine, à cause de ça, et à cause de ce travail. Et c'est grâce à Florvag et à Mertès, qui est un peu ce que j'avais mis sur pied. C'est assez extraordinaire quand même. Et moi je suis surprise, parce que quand j'en parle aux jeunes anesthésistes que je rencontre pour mon usage personnel, et que je leur dis, la folcodine, au fait, ils me regardent, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et je dis, je trouve ça incroyable, c'était publié dans l'anesthésiologie, c'était publié partout. Et il y a 3 ans, c'est retiré du commerce au niveau européen, et les anesthésistes français ne connaissent pas, ne savent pas ça, dans les facteurs de risque de réaction allergique au curare. Parce qu'on a travaillé aussi sur comment fait-on, comment peut-on faire quand on va interroger un malade en consultation pré-anesthésie pour savoir s'il a des risques de faire une réaction allergique. Donc, et dedans, il y a la folcodine. En plus, ils ne le savent pas. Et pourquoi la SFAR ne l'a pas remis comme article de l'année, quoi? En plus, les sirops sont commercialisés sans ordonnance. Bien sûr. Bien sûr. Et là, ça a été prouvé scientifiquement et tout. Et en plus, l'Agence européenne du médicament a fait tirer du commerce, retirer les AMM de tous ces produits qui contiennent la folcodine. C'est grâce à nous, ça. Juste un petit peu un élément complémentaire. Au départ,
C'est surtout les curares qui ont été mis en avant dans les réactions anaphylactiques, mais très rapidement, quand vous avez fait les études, vous avez vu que d'autres médicaments pouvaient être responsables, et notamment c'est vous aussi qui avez montré des cas d'allergie au propofol. Oui, ça, ce qui était encore plus insolite en quelque sorte. Mais il y a aussi beaucoup d'allergies, parce qu'il n'y a pas que le curare, il y a des anesthésies, les antibiotiques. Oui. C'était dans la responsabilité décroissante des médicaments per-anesthésiques responsables de choc anaphylactique. Vous avez le curare en premier. Après, vous avez il y avait à mon époque, mais ça maintenant, ça a peut-être changé, l'antibiotique, ce qu'on donne en même temps que l'adduction, dans certains cas, et le latex. Puis après, il y a eu, évidemment, on a eu au propofol, on en a eu au diprimant, on en a eu alors quand on dit les curars, l'acélo, c'est pas de l'acélo, c'est les curars. Les curars en général, bien sûr. Tout le monde croyait que j'étais opposée à l'acélo, en me disant, parce que je publiais sur l'acélo. Parce qu'en fait, l'anesthésie à cette époque-là, c'était tout le temps pour intuber pathocélo. On ne faisait que ça. J'étais stagiaire avec des infirmières, en fait, parce qu'il n'y avait pratiquement pas de médecins anesthésistes. Ils étaient dans tout l'est de la... Enfin, au moins autour de Nancy, il y avait 3 médecins anesthésistes, dont Jean-Marie Picard. Et on nous apprenait pour intuber pentocélo. Ça, c'était le truc classique, pentocélo. Et vous faites pof, et vous attendez. On regarde le malade, et on attend sa fascicule. On attend qu'il devienne bleu pour pouvoir intuber à ce moment-là. C'était en pré-arrêt cardiaque, quoi. C'était hallucinant, en plus, vraiment. Bon, donc, ça a bien changé, heureusement. Marie-Claire, vous pourriez brièvement évoquer l'enseignement post-universitaire dans notre région, parce que là aussi, vous avez une expérience très originale. Oui, sur l'organisation au niveau régional de l'anesthésie en Lorraine, on a créé avec Jean-Marie Picard, donc en 73 ou 72, même c'était en 72, l'Institut Lorrain d'anesthésie et réanimation, qui venait d'une demande des anesthésistes de la région. Parce qu'à cette époque-là, tous les anesthésistes qui étaient installés avaient fait leur CES au CHU à Nancy, et ils étaient repartis après, aussi bien dans les cliniques que dans les hôpitaux de toute la région lorraine, et ils voulaient garder un contact, et surtout une façon de continuer leur formation continue avec le CHU. Donc moi on a trouvé que c'était très bien, très intéressant, effectivement, on était d'accord. Et de sorte qu'on a créé cette structure qu'on a appelée Institut Lorrain d'anesthésie, et on faisait une journée, je crois que c'était tous les mois, une journée sur un thème, qui était en général un thème d'actualisation, alors des conférences, on leur donnait, et ils venaient tous là, donc il y avait à peu près une cinquantaine, une soixantaine d'anesthésistes qui venaient régulièrement, et puis une fois par an, on organisait avec eux une journée extérieure qu'on appelait, on faisait l'Assemblée Générale à cette occasion, une journée extérieure de l'ILAR, donc l'Institut Lorrain d'anesthésie, et elle se faisait dans les hôpitaux de la région ou les cliniques. De sorte qu'une fois on était à Metz, une autre fois, et c'était eux qui organisaient, les anesthésistes de cet établissement, après en avoir discuté avec nous, mais qui organisaient la journée. Donc une demi-journée de travail, et donc une fois on était à Metz, on visitait l'établissement, on visitait aussi l'après-midi des sites qui pouvaient être intéressants dans le coin. On a été à Forbach, avant que les mines ne ferment, on a été l'après-midi dans une mine à 300 mètres sous terre, on avait été à Neuchâteau, un peu partout, et ça créait un climat convivial, scientifique, qui était très très bien suivi et très bien accepté. C'est pour ça que quand on a fait l'enquête 3 jours d'anesthésie, moi dans ma région, ça a été assez extraordinaire, parce que tout le monde a suivi, il n'y avait même aucun qui pouvait se permettre, qui même discuter, quoi. Et puis après, quand il a fallu, avec l'ARS, qu'il a fallu aller inspecter dans les 3 ans de l'application du décret, dans les différents hôpitaux, partout comment ça fonctionnait, moi j'avais les portes étaient ouvertes, il n'y avait aucun problème, donc tout s'est admirablement bien fait, sauf dans des endroits où il n'y avait pas trop d'anesthésistes, et puis ça avait été obligé de fermer parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, quoi. Manque d'anesthésistes, Enfin voilà, alors l'Institut Lorrain était vraiment passionnant. Il y avait en plus une très bonne entente, je crois,
à un moment donné avec les anesthésistes du privé aussi. Ah bah c'était avec les anesthésistes du très privé. bien. Oui, c'était Parfaitement d'ailleurs intégré. dans le bureau, on avait privé-public. Oui, oui. Ah oui, c'était les cliniques. C'était comme c'était tous des étudiants qui avaient fait leur CES à Nancy, que moi j'avais eu comme étudiant pratiquement, puisque ça a commencé quand moi je suis arrivée. Ils s'étaient tous installés. Il y avait une vingtaine de médecins anesthésistes qui étaient diplômés à Nancy tous les ans. Donc, et à cette époque-là, il y avait 3 médecins anesthésistes pour toute la région, quoi. Donc, ils avaient tout été à prendre, quoi, hein, aussi bien en privé qu'en public, les postes de praticiens hospitaliers, premier grade, deuxième grade, et tout ça, donc on a suivi. Et tous, c'était une excellente ambiance, et on publiait des choses ensemble. On faisait des travaux en collaboration, des travaux de clinique, quoi. Marie-Claire Laxener, on vous remercie de vous être prêtée à cette interview, très intéressante et certainement qui nous a permis d'apprendre des choses, des informations sur l'histoire de l'anesthésie. Moi, ça m'a fait très plaisir de repartir dans mon passé professionnel. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Hein, qu'est-ce que la SFAR a fait, mais localement aussi. Du chemin a été parcouru. Ah oui, oh là là, mon Dieu. Qu'on oublie un petit peu maintenant, parce que beaucoup de choses sont en fait acceptées. Voilà, comme si ça avait toujours existé. Voilà, merci bien. Voilà. Quelle heure il est ?